Henri David Thoreau, La désobéissance civile. Le meilleur gouvernement est le gouvernement qui gouverne le moins est une devise à laquelle je souscris de tout cœur et que j'aimerais voir mettre en pratique plus promptement et plus systématiquement. Lorsqu'on l'applique, elle se résume finalement à ceci, en quoi je crois également. Le meilleur gouvernement est le gouvernement qui ne gouverne pas du tout. Quand les hommes y seront prêts, c'est là le type de gouvernement qu'ils auront. Le gouvernement n'est au mieux qu'un expédient. Mais il arrive souvent à la plupart des gouvernements, et parfois à la totalité d'entre eux, de se montrer tout sauf expédients. Les objections que l'on a pu faire à l'idée d'entretenir une armée permanente, objections nombreuses et puissantes qui méritent de prévaloir, peuvent également être opposées à l'idée d'entretenir un gouvernement permanent. L'armée permanente n'est que le bras du gouvernement permanent. Le gouvernement, qui n'est que la modalité selon laquelle le peuple a choisi d'exécuter sa volonté, est lui aussi susceptible d'être sujet à l'erreur ou à la perversion avant que le peuple ait pu agir par son truchement. Voyez l'actuelle guerre mexicaine. Elle est l'œuvre d'un nombre relativement réduit d'individus utilisant le gouvernement permanent comme leur outil. Le peuple, au départ, n'aurait pas consenti à cette action. Notre gouvernement, le gouvernement américain, est-il autre chose qu'une tradition, récente de surcroît, qui cherche à passer telle quelle à la postérité, tout en perdant à chaque instant un peu plus de son intégrité? Le gouvernement a moins de force et de vitalité que n'en possède un seul individu, car un individu seul peut le plier à sa volonté. C'est une sorte de pistolet en bois que le peuple se donne à lui-même. Mais il n'en est pas moins nécessaire, car le peuple doit disposer d'une machinerie complexe d'un genre ou d'un autre, et entendre le vacarme qu'elle produit pour satisfaire l'idée qu'il se fait de ce qu'est qu'un gouvernement. Les gouvernements montrent ainsi la facilité avec laquelle il est possible d'en imposer aux hommes, voire la facilité avec laquelle ils peuvent s'en imposer à eux-mêmes, pour leur propre avantage. C'est une chose merveilleuse, nous devons tous en convenir. Mais notre gouvernement n'a jamais de lui-même fait avancer aucune entreprise, sinon en s'effaçant diligemment. Ce n'est pas lui qui assure la liberté du pays. Ce n'est pas lui qui civilise l'Ouest. Ce n'est pas lui qui éduque. Le caractère intrinsèque du peuple américain est l'agent de tout ce qui fut accompli. Et il aurait pu accomplir encore d'autres choses si le gouvernement ne l'en avait pas parfois empêché. Car le gouvernement est un expédient par le truchement, duquel les hommes aimeraient réussir à se laisser en paix les uns les autres. Et, comme il a été dit, le gouvernement est le plus expédient lorsqu'il laisse les gouvernés en paix. S'il n'était doué d'une souplesse pareille à celle du caoutchouc, les échanges et le commerce ne parviendraient jamais à bondir au-dessus des obstacles que les législateurs ne cessent de dresser sur leur voie. Et si l'on devait juger ces derniers intégralement sur la foi des effets de leurs actes, et non pas partiellement sur la foi de leurs intentions, ils mériteraient d'être rangés dans la même catégorie que les brigands qui posent des obstacles sur les voies de chemin de fer, et punis en conséquence. Mais, pour parler pragmatiquement et en tant que citoyen, je réclame, contrairement à ceux qui se prétendent anti-gouvernement, non pas la disparition immédiate de tout gouvernement, mais la formation immédiate d'un gouvernement meilleur. Que chaque homme fasse savoir quel genre de gouvernement mériterait son respect, et nous aurons fait un pas vers l'obtention d'un tel gouvernement. Après tout, la véritable raison pour laquelle, une fois que le pouvoir se trouve entre les mains du peuple, on permet à une majorité de régner et de continuer durablement à le faire, n'est pas que cette majorité a plus de chances d'avoir raison, ni que cela semble plus juste à la minorité, mais bien que cette majorité jouit d'une force physique supérieure.
Pourtant, un gouvernement dans lequel la majorité dicte toujours la loi ne saurait être fondé en justice, même au sens le plus large où les hommes peuvent entendre cette notion. Ne peut-il exister un gouvernement dans lequel ce ne sont pas les majorités qui décident virtuellement du juste et de l'injuste, mais la conscience? Un gouvernement dans lequel les majorités ne se prononcent que sur les questions susceptibles d'être tranchées selon le critère de l'utilité? Le citoyen doit-il jamais, ne fût-ce qu'un seul instant, ne fût-ce qu'extrêmement partiellement, abandonner sa conscience au législateur? Si oui, pourquoi, alors, avons-nous tous une conscience? Je pense que nous devrions être d'abord des hommes et ensuite des sujets. Il est moins souhaitable de cultiver le respect de la loi que le respect du bien moral. La seule obligation que j'ai le droit de suivre est celle de faire en tout temps ce que je pense être le bien. On dit à fort juste titre qu'une corporation ne possède pas de conscience. Mais une corporation d'hommes de conscience est une corporation qui dispose d'une conscience. La loi n'a jamais en rien rendu les hommes plus justes, et, par le fait même qu'ils la respectent, même les hommes de bonne disposition se transforment chaque jour en agents de l'injustice. Une conséquence fréquente et naturelle d'un respect indu de la loi est que vous pouvez voir un défilé de militaires, colonels, capitaines, caporals, sergents, soldats, enfants de troupe et tout, marcher en ordre admirable par monts et par vaux vers les champs de bataille contre leur volonté, oui, et contre leur bon sens, et contre leur conscience, ce qui rend cette marche bien pénible en vérité, et fait bondir les cœurs. Ils n'éprouvent aucun doute quant à la nature odieuse de l'affaire dans laquelle ils se trouvent engagés. Ils sont tous de composition pacifique. Mais que sont-ils? Des hommes? Vraiment? Ou bien de petites forteresses et de petits arsenaux mobiles au service de quelque homme de pouvoir sans scrupules? Visitez la base navale de Washington et regardez un soldat. Voilà le genre d'homme qu'un gouvernement américain a le pouvoir de créer, ou ce qu'un gouvernement américain peut faire d'un homme avec sa magie noire. À peine une ombre, à peine un souvenir de ce qu'est l'humanité. Un homme exposé vif, debout, mais déjà, pourrait-on dire, enterré sous les armes, avec toute la pompe funéraire. Même si, peut-être, nul tambour ne se fit entendre, nulle mélodie funèbre, alors qu'avec hâte nous portions son corps vers les remparts. Nul soldat ne fit tonner son coup d'adieu au-dessus de la tombe où nous posâmes notre héros. C'est ainsi que la masse des hommes sert l'État, non pas essentiellement comme des hommes, mais comme des machines avec leur corps. Ils sont l'armée permanente et ils sont la milice, ils sont les geôliers, les gendarmes, les citoyens nommés représentants des forces de l'ordre, etc. Dans la plupart des cas, il n'est fait absolument aucun exercice du jugement ou du sens moral. Ces hommes se mettent au même niveau que le bois, la terre et les pierres, et l'on pourrait peut-être manufacturer des hommes de bois pouvant aussi bien faire le même office. De tels hommes ne méritent pas plus de respect que des hommes de paille ou bien une motte de terre. Ils ne valent pas plus et pas moins que les chevaux et les chiens. Et pourtant ces hommes-là sont souvent des citoyens estimés. D'autres, ainsi de la plupart des législateurs, politiciens, hommes de loi, ministres et fonctionnaires, servent l'État essentiellement avec leur tête. Et, comme ils ne font presque jamais de distinction morale,
ils sont aussi susceptibles de servir le diable, sans le vouloir, que de servir Dieu. Quelques traits rares, comme les héros, les patriotes, les martyrs, les réformateurs au sens noble du terme, et les hommes, servent l'État aussi avec leur conscience, et passent de ce fait le plus clair de leur temps à résister à l'État, qui les traite donc fréquemment en ennemis. Un homme sage n'accepte d'être utile qu'en tant qu'homme. Il ne se laisse pas réduire de la vulgaire glaise, apte à boucher un trou et faire barrage au vent, et délègue, au moins, cette mission à sa propre poussière. Je suis de trop noble naissance pour appartenir à quiconque, pour être un agent secondaire, un serviteur utile, un instrument, pour aucun état souverain qui soit au monde. Shakespeare. Quiconque se dévoue entièrement à ses contemporains paraît inutile et égoïste aux yeux de ces derniers. Mais quiconque ne se dévoue à eux que partiellement est déclaré bienfaiteur et philanthrope. Quelle attitude cite-t-il à un homme d'adopter vis-à-vis de notre gouvernement américain actuel? Je réponds à cela qu'il ne peut sans disgrâce lui être associé. Je ne puis un seul instant reconnaître comme mon gouvernement cette organisation politique qui est aussi le gouvernement de l'esclave. Tous les hommes reconnaissent qu'il existe un droit à la révolution, c'est-à-dire le droit de refuser de prêter allégeance au gouvernement et le droit de lui résister lorsque sa tyrannie et son inefficacité sont profondes et insupportables. Et presque tous clament que ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'était le cas, juge-t-il, lors de la Révolution de 1775. Si l'on venait me dire que ce gouvernement-là était un mauvais gouvernement parce qu'il prélevait un impôt sur certains biens étrangers importés via ses ports, il est fort probable que je n'en ferais pas grand cas, car je peux vivre sans ces biens. Toutes les machines ont leur point de friction, et il se peut que cette friction produise suffisamment d'effets positifs pour contrebalancer ces effets négatifs. Quoi qu'il en soit, c'est grand mal que d'en faire tout un foin. Mais quand la friction en arrive à posséder sa propre machinerie, quand l'oppression et le vol sont des instances organisées, je dis que nous devons nous débarrasser de cette machinerie-là. En d'autres termes, quand un sixième de la population d'une nation qui s'est donné pour but d'être le havre de la liberté se trouve réduit en esclavage, et qu'un pays tout entier se voit injustement envahi et conquis par une armée étrangère, et soumis à la loi martiale, je crois qu'il est alors plus que temps que les hommes honnêtes se rebellent et fassent la révolution. Ce devoir est rendu encore plus pressant par le fait que le pays ainsi envahi n'est pas le nôtre. Ce qui est nôtre, c'est l'armée d'invasion. Dans son chapitre sur le devoir de soumission au gouvernement civil, William Paley, qui fait figure d'autorité morale aux yeux de bien des gens, subsume toutes les obligations civiles sous la notion d'utilité. Et il poursuit en affirmant qu'aussi longtemps que l'intérêt de la société dans son ensemble le requiert, c'est-à-dire aussi longtemps qu'il demeure impossible de résister au gouvernement établi ou de le renverser sans créer de désagréments publics, la volonté de Dieu est que l'on obéisse au gouvernement établi, mais pas plus longtemps. Ce principe étant admis, la nature juste ou injuste de chaque cas particulier de résistance au gouvernement se trouve réduite à un calcul entre d'un côté la quantité de danger et de souffrance, et de l'autre la probabilité de l'accomplissement de la réforme, ainsi que son coût. De cela, dit-il, chacun est juge. Mais Paley ne semble jamais avoir envisagé les cas pour lesquels la règle de l'utilité ne s'applique pas. Les cas où un peuple,
aussi bien qu'un individu, doit faire ce qui est juste à n'importe quel prix. Si j'ai injustement arraché une planche à un homme qui se noie, je dois la lui rendre au risque de me noyer moi-même. Ceci, selon Paley, serait inopportun. Mais l'homme qui sauve sa vie dans un tel cas de figure ne fait en réalité que la perdre. Nous, peuple américain, devons cesser d'entretenir des esclaves et cesser de faire la guerre au Mexique, quand bien même cela nous coûterait notre existence en tant que peuple. Dans leur pratique, les nations sont d'accord avec Paley. Mais existe-t-il une seule personne qui pense que le Massachusetts fait exactement ce qui est juste dans la crise actuelle? En réalité, ce ne sont pas 100 000 politiciens du Sud qui s'opposent à une réforme dans le Massachusetts, mais 100 000 marchands et fermiers d'ici même, qui ont plus d'intérêt pour le commerce et pour l'agriculture qu'ils n'en ont pour l'humanité, et qui ne sont pas prêts à rendre justice, quoi qu'il en puisse leur en coûter, aux esclaves et au Mexique. Je ne m'en prends pas à des amis lointains, mais aux hommes qui, près de chez moi, sont à la botte de ces ennemis lointains, collaborent avec eux. Aux hommes sans qui ces ennemis lointains seraient inoffensifs. Nous avons coutume de dire que la masse des hommes n'est pas prête. Mais le progrès est lent, car l'élite n'est sensiblement ni plus sage ni meilleure que la foule. Ce qui importe n'est pas tant que la foule soit douée d'une aussi grande bonté que vous, mais qu'il existe, quelque part, une bonté absolue, car cette bonté absolue sera le levain qui fera gonfler toute la masse de la pâte. Il y a des milliers de gens qui sont intellectuellement contre l'esclavage et la guerre, mais qui concrètement ne font rien pour y mettre un terme, qui, se proclamant les fils de Washington et de Franklin, s'assoient les mains dans les poches, disent qu'ils ne savent pas quoi faire, et ne font rien, qui vont jusqu'à subordonner la question de la liberté à celle du libre-échange, et qui, après dîner, consultent tranquillement les cours de la bourse et les dernières nouvelles du Mexique, s'endormant peut-être sur les uns comme sur les autres. Quel est le cours actuel d'un homme honnête, d'un patriote? Il tergiverse et il déplore, et parfois il dépose une requête. Mais ils ne font rien de sérieux, rien d'efficace. Ils attendent, pleins de bonnes dispositions, que d'autres remédient au mal pour qu'enfin il n'ait plus matière à regret. Au mieux, lorsqu'ils voient la justice se présenter à eux, ils se fendent à son égard d'un vote qui ne leur coûte rien, puis l'encouragent piteusement à poursuivre son chemin en lui souhaitant bon vent. Il existe 999 champions de la vertu pour chaque homme vertueux. Mais il est plus facile de traiter avec un homme qui possède authentiquement une chose qu'avec celui qui n'en est que le gardien temporaire. Tout processus de vote est une forme de jeu, comme les dames ou le backgammon, relevé d'un soupçon de morale. Un jeu avec le bien et le mal, un jeu sur des questions morales. Et ce jeu est naturellement accompagné de paris. Les votants ne misent pas leur propre personne. Dans le meilleur des cas, je vote pour ce qui me semble juste, mais je n'engage pas ma vie sur la victoire ou la défaite de cette justice. Je suis prêt à laisser la majorité en décider. Son obligation n'outrepasse de ce fait jamais celle de l'utilité. Même lorsque vous votez pour la justice, vous ne faites rien pour elle. Vous ne faites qu'exprimer faiblement aux hommes votre désir de la voir l'emporter. Le sage
ne doit pas laisser la justice à la merci du hasard, ni souhaiter qu'elle l'emporte grâce au pouvoir de la majorité. L'action des masses ne recèle que fort peu de vertu. Lorsque la majorité votera enfin l'abolition de l'esclavage, ce sera parce que les masses seront devenues indifférentes à l'esclavage, ou bien parce qu'il ne restera plus beaucoup d'esclavage à abolir par le biais de leur vote. Ce sont elles qui seront alors les seuls esclaves. Le seul vote susceptible de hâter l'abolition de l'esclavage est celui de l'homme qui, par son vote, affirme sa propre liberté. On m'a parlé d'une convention qui doit se tenir à Baltimore, ou ailleurs, en vue de sélectionner un candidat à l'élection présidentielle, convention principalement constituée de directeurs de journaux et de politiciens professionnels. Mais, pensais-je, quelle valeur les décisions d'une telle convention peuvent-elles avoir aux yeux de n'importe quel homme indépendant, intelligent et respectable? Ne bénéficierions-nous pas, malgré tout, de la sagesse et de l'honnêteté de cet homme-là? Ne pouvons-nous pas compter sur quelques votes indépendants? Ne trouve-t-on pas dans notre pays de nombreuses personnes qui n'assistent pas aux conventions? Mais non. Je constate que l'homme respectable, ou supposé tel, a immédiatement dévié de sa position et désespère de son pays, alors que c'est son pays qui a toutes les raisons de désespérer de lui. Il s'empresse d'adouber l'un des candidats ainsi sélectionnés comme étant le seul disponible, prouvant ainsi qu'il est lui-même disponible pour participer à tous les projets du démagogue. Son vote n'a pas plus de valeur que celui de n'importe quel étranger sans principe ou mercenaire indien que l'on a pu acheter. Ah! Donnez-nous un homme qui soit un homme, et qui, comme le dit mon voisin, ait dans le dos une colonne vertébrale à travers laquelle on ne puisse passer la main. Les statistiques nous leurrent. Notre population est gravement surévaluée. Combien y a-t-il d'hommes par milliers de milles carrés dans ce pays? À peine un. L'Amérique n'offre-t-elle pas toutes les incitations imaginables pour que des hommes viennent s'y installer? L'Américain s'est progressivement ratatiné pour n'être plus qu'un Oddfellow, un homme reconnaissable à l'hypertrophie de son instinct grégaire ainsi qu'à son manque manifeste d'intelligence et d'indépendance joyeuse. Un homme dont le premier et principal souci, dès sa venue au monde, est de s'assurer que les hospices soient bien gérés, et, avant même d'avoir atteint l'âge de revêtir la toge virile, de réunir un fonds de soutien pour les futures veuves et éventuels orphelins. Un homme qui, en bref, ne s'aventure à vivre qu'avec l'aide de sa compagnie mutuelle d'assurance, qui lui a promis des funérailles décentes. Il n'est du devoir évident d'aucun homme de s'ouvrir entièrement à l'éradication d'une injustice, fût-elle la plus énorme. Chacun peut décemment poursuivre d'autres buts, mais il est du devoir de l'homme, à tout le moins, de s'en laver les mains et, s'il décide de ne plus s'y intéresser, de ne pas lui apporter son soutien dans les faits. Si je me consacre à d'autres activités et à d'autres projets, je dois d'abord m'assurer que je ne le fais pas en étant assis sur les épaules d'un tiers. Je dois d'abord en descendre, afin que lui aussi puisse se consacrer à ses propres projets. Voyez quelle incohérence grossière nous tolérons. J'ai entendu certains de mes concitoyens dire dans ma ville: il ferait beau voir qu'on m'ordonne de participer à la répression d'une révolte d'esclaves, ou bien de m'enrôler pour la guerre au Mexique. Jamais je n'obtempérerais. Et pourtant, ces mêmes hommes ont tous fourni un remplaçant, que ce soit de manière directe via leur allégeance, ou, au minimum, de manière indirecte par leur argent. Le soldat qui refuse de servir dans une guerre injuste est applaudi par des hommes
qui ne refuse pas de soutenir le gouvernement injuste qui mène cette guerre. Il est applaudi par ceux dont il défie l'action et annihile l'autorité, comme si l'État était pénitent au point de recruter quelqu'un pour se fustiger pendant qu'il commet ses péchés, mais pas au point de cesser un instant de les commettre. C'est ainsi qu'au nom de l'ordre et du gouvernement civil, nous sommes tous finalement amenés à honorer et soutenir notre propre vilaine. Le péché suscite d'abord la honte et puis l'indifférence. D'immoral, il devient, pourrait-on dire, amoral, et non dénué de nécessité dans le mode de vie que nous nous sommes bâtis. L'erreur la plus vaste et la plus répandue ne peut s'entretenir qu'avec la vertu la plus désintéressée. C'est sur les hommes nobles que retombe le plus souvent le léger reproche auquel la vertu du patriotisme s'expose d'ordinaire. Ceux qui, tout en désapprouvant le caractère et les actes d'un gouvernement, lui offrent leur allégeance et leur soutien, sont sans aucun doute ses plus solides piliers, et sont par ce fait même les plus sérieux obstacles à la réforme. Certains exigent que l'État dissolve l'Union et cesse d'obéir au président. Pourquoi ne la dissolvent-ils pas eux-mêmes, cette union entre eux et l'État, en refusant de payer leur écho à son trésor public? N'entretiennent-ils pas à l'égard de l'État la même relation que l'État à l'égard de l'Union? Et ne sont-ce pas les mêmes raisons qui ont empêché l'État de s'opposer à l'Union qui les empêchent, eux, de s'opposer à l'État? Comment un homme peut-il se satisfaire de juste nourrir une opinion et y trouver de l'agrément? Quel agrément peut-il y trouver si son opinion est qu'il est opprimé? Si votre voisin vous vole $1, vous ne vous satisfaites pas du seul fait de savoir qu'il vous a volé, ou de dire qu'il vous a volé, ou même d'exiger de lui qu'il vous rende votre dû. Vous vous empressez plutôt de prendre des mesures concrètes pour obtenir un dédommagement complet, et vous assurer qu'un tel vol ne se reproduise pas. Le fait d'agir sur la base d'un principe, de percevoir et d'appliquer ce qui est juste, modifie les choses et les relations. C'est un type d'action fondamentalement révolutionnaire, qui n'est conforme à rien de ce qui a pu exister par le passé. Ce type d'action ne divise pas seulement les États et les Églises, il divise les familles. Oui, et il les divise jusqu'aux individus, en séparant le diabolique et le divin qu'ils ont en eux. Il est des lois injustes. Devons-nous tout simplement leur obéir, ou devons-nous entreprendre de les amender et leur obéir jusqu'à ce que nous ayons obtenu gain de cause, ou bien encore devons-nous les transgresser d'emblée? Sous le genre de gouvernement qui est le nôtre, les hommes, en général, jugent qu'ils doivent attendre d'avoir convaincu la majorité de la nécessité de modifier ces lois. Ils jugent que, s'ils résistaient, le remède serait pire que le mal. Mais c'est la faute du gouvernement lui-même si le remède est effectivement pire que le mal. C'est le gouvernement qui le rend ainsi. Pourquoi n'est-il pas plus prompt à anticiper et organiser la réforme? Pourquoi ne chérit-il pas la sagesse de sa minorité? Pourquoi crée-t-il? Pourquoi résiste-t-il avant même d'avoir mal? Pourquoi n'encourage-t-il pas ses concitoyens à être vigilants et à pointer ses failles, et à agir mieux qu'il ne leur demande? Pourquoi s'acharne-t-il à crucifier le Christ, à excommunier Copernic et Luther, et à traiter Washington et Franklin de rebelles? Tout se passe comme si le déni concret et délibéré de son autorité était le seul crime que le gouvernement n'avait effectivement jamais envisagé. Sinon pourquoi ne lui a-t-il pas assigné une peine précise, convenable et proportionnée?
Si un homme qui ne possède rien refuse ne serait-ce qu'une fois de gagner 9 shillings au profit de l'État, on le met en prison pour une période que ne limite aucune loi que je connaisse, un temps entièrement laissé à la discrétion des gens qui l'y ont mis. Mais si ce même homme vole à l'État 900 fois 9 shillings, on lui permet très vite de vaquer de nouveau à ses occupations en toute liberté. Si l'injustice fait partie de la friction nécessaire à la machine du gouvernement, alors laissons-la opérer. Elle finira peut-être par s'atténuer toute seule. À coup sûr, la machine s'usera. Si l'injustice a un ressort, ou un levier, ou un cordon, ou une manivelle, exclusivement dédié à sa propre cause, alors peut-être devriez-vous vous demander si le remède ne risque pas d'être pire que le mal. Mais s'il est d'une nature telle qu'il vous oblige à vous faire l'agent d'une injustice à l'égard d'autrui, alors j'ai dit que vous devez enfreindre la loi. Faites de votre vie une contre-friction pour gripper la machine. Il est de mon devoir, en tout état de cause, de m'assurer que je ne contribue pas au mal que je condamne. Quant à la possibilité d'adopter les modes d'action que l'État a prévus pour remédier au mal, eh bien, je ne sache pas qu'ils existent. Ils prennent trop de temps. La vie d'un homme n'y suffirait pas. J'ai d'autres choses à faire. Je suis né dans ce monde, non pas principalement pour en faire un endroit où il fait bon vivre, mais pour y vivre, qu'il soit bon ou mauvais. On ne peut attendre d'un homme qu'il fasse tout. On peut seulement attendre de lui qu'il fasse quelque chose. Et de ce qu'il ne peut tout faire, il ne résulte pas qu'il doive faire quelque chose de mal. Je n'ai pas plus à me soucier de demander des comptes aux gouverneurs ou aux législateurs qu'ils n'ont, eux, à m'en demander à moi. Et si je leur en demandais, et qu'ils ne m'entendaient pas, que devrais-je faire alors? C'est une impasse pour laquelle l'État n'a prévu aucune voie de sortie. C'est sa constitution elle-même qui est le mal. Cela peut sembler rude, borné et intraitable, mais ce n'est que pour traiter avec la plus grande gentillesse et la plus grande considération le seul esprit qui puisse apprécier ou mériter cela. Il en va ainsi de tout changement pour le mieux, comme la naissance et la mort. Il fait se convulser les morts. Je le dis sans hésitation. Les hommes qui se prétendent abolitionnistes devraient immédiatement retirer leur soutien, en acte comme en bien, au gouvernement du Massachusetts, et non attendre de former une majorité pour laisser la justice prévaloir. Je crois qu'il est suffisant qu'ils aient Dieu avec eux, et qu'ils n'ont donc pas à attendre que les rejoigne l'homme qui fera basculer leur nombre dans la majorité. En outre, lorsqu'il est plus juste que ses voisins, n'importe quel homme constitue à lui seul une majorité. Je rencontre le gouvernement américain ou son représentant, le gouvernement de l'État, directement, en face à face, une fois par an, pas plus, en la personne de son collecteur d'impôts. C'est là l'unique modalité sous laquelle un homme dans ma position rencontre nécessairement le gouvernement. À cette occasion, le gouvernement dit d'une voix claire: reconnaissez-moi. La manière la plus simple, la plus efficace et, en l'état actuel des choses, la plus indispensable de traiter avec lui de cette question, d'exprimer le peu de satisfaction qu'il vous procure et le peu d'amour que vous éprouvez pour lui, est de lui signifier, en cette occasion, une fin de non-recevoir. C'est avec mon voisin civil, le collecteur d'impôts, et personne d'autre, que je me trouve devoir traiter. Tant il est vrai qu'au bout du compte, c'est avec des hommes, et non avec des parchemins, que je me querelle. Et cet homme a volontairement choisi d'être un agent du gouvernement. Il ne pourra jamais aussi bien saisir ce qu'il est et ce qu'il fait en tant que fonctionnaire du gouvernement et en tant qu'homme
que lorsqu'il se verra forcé de se demander s'il doit me traiter, moi, son voisin, pour qui il éprouve du respect en tant que voisin et homme de bonne disposition, ou bien en tant que fou et fauteur de troubles à l'ordre public, et qu'il devra se demander alors s'il peut surmonter cette infraction au bon voisinage sans une pensée ou parole plus grossière et plus impétueuse dictée par sa mission. Je tiens pour acquis qu'il suffirait que 1000, que 100, que 10 hommes de ma connaissance, qu'il suffirait que 10 hommes honnêtes, pas plus, que dis-je, qu'il suffirait qu'un seul homme dans cet état du Massachusetts, en cessant de posséder et entretenir des esclaves, se retire concrètement de cette collaboration bipartite et se retrouve pour cela emprisonné dans la geôle du comté pour entraîner l'abolition de l'esclavage en Amérique. Car peu importe l'éventuelle modestie du premier mouvement, ce qui a été bien fait une fois le reste pour toujours. Mais nous préférons parler plutôt qu'agir. C'est là, disons-nous, notre mission. Si mon estimé voisin, l'ambassadeur de l'État, qui voue ses journées de travail au règlement de la question des droits de l'homme à la Chambre des représentants, au lieu d'aller risquer de se faire emprisonner dans les geôles de la Caroline, se constituait prisonnier de celle du Massachusetts, cet État même qui se montre si désireux de rejeter le péché de l'esclavage sur le dos de son État frère, même si, pour le moment, celui-ci ne peut trouver comme cause de querelle avec celui-là autre chose qu'un acte d'inhospitalité, alors le gouvernement ne balayerait pas le sujet d'un revers de la main lors de l'hiver suivant. Sous un gouvernement qui emprisonne injustement, c'est en prison que l'homme juste est à sa juste place. Aujourd'hui, la place qui convient, la seule place que le Massachusetts offre à ses esprits les plus libres et les moins découragés, se trouve dans ses prisons, afin qu'ils y soient exclus de l'État par l'action de l'État lui-même, comme ils s'en sont déjà exclus du fait de leurs propres principes. C'est là, en prison, que l'esclave fugitif, le prisonnier mexicain libéré sur parole, ou l'Indien venu plaider des outrages faits à sa race les trouvera. Dans ce lieu distinct, mais plus libre et plus honorable, où l'État place ceux qui ne sont pas avec lui mais contre lui, seul logis en lequel, dans un État esclavagiste, un homme puisse résider avec honneur, ceux qui pensent qu'ils perdraient en ce lieu toute influence, ceux qui pensent que leur voix n'atteindrait plus les oreilles de l'État, ceux qui pensent qu'ils cesseraient d'être perçus comme une menace entre les murs de cette prison, ceux-là ne savent pas à quel point la vérité est plus forte que l'erreur, ni quel surcroît d'éloquence et d'efficacité l'on gagne à combattre l'injustice lorsqu'on l'a éprouvée un tant soit peu dans sa chair. Glissez dans l'urne la totalité de votre vote, non pas seulement un morceau de papier, mais toute votre influence. Toute minorité est impuissante tant qu'elle se conforme à la majorité. Elle n'est alors même pas une minorité. Mais elle est irrésistible lorsqu'elle fait obstruction de tout son poids. Si le choix doit se jouer entre maintenir tous ces justes en prison ou mettre un terme à l'esclavage et à la guerre, l'État n'hésitera pas. Si 1000 hommes refusaient de payer leur impôt cette année, ils ne commettraient pas un acte aussi violent et sanguinaire que s'ils les payaient et permettaient ainsi à l'État d'exercer sa violence et de faire couler un sang innocent. C'est là, en réalité, la définition même de ce qu'est une révolution pacifique, si tant est qu'une telle révolution soit possible. Si le collecteur d'impôts ou n'importe quel agent de la puissance publique me demande, comme l'un d'entre eux le fit, mais que puis-je faire? Ma réponse est, si vous désirez réellement faire quelque chose, alors démissionnez de votre charge. Lorsque le sujet a refusé de prêter allégeance, et lorsque le fonctionnaire a démissionné de sa charge, alors la révolution est achevée.
Mais supposons même que du sang soit versé. N'y a-t-il pas une forme de sang qui coule lorsqu'on blesse une conscience? Par une telle plaie, c'est la nature humaine et l'immortalité elle-même de l'homme qui s'écoulent, et il saigne alors une mort éternelle. Ce sang, je le vois couler aujourd'hui. Si j'ai envisagé l'emprisonnement du contrevenant plutôt que la saisie de ses biens, même si l'un et l'autre peuvent servir le même but, c'est parce que les hommes qui postulent la justice la plus pure, et qui de ce fait sont les plus dangereux pour un État corrompu, n'ont en général pas consacré beaucoup de leur temps à accumuler des biens. À ce genre d'hommes, l'État rend comparativement peu de services, et un impôt, même faible, peut aisément leur sembler exorbitant, surtout s'ils doivent gagner les sommes correspondantes en effectuant un travail spécifique avec leurs mains. À un homme qui vivrait entièrement sans faire usage d'argent, l'État lui-même hésiterait à faire une telle demande. L'homme riche, en revanche, je ne cherche aucune offense en affirmant cela, est toujours vendu à l'institution qui le rend riche. Fondamentalement, plus il y a d'argent, moins il y a de vertu, car l'argent s'insinue entre un homme et ses buts, et les atteint pour lui, et les atteindre ne requerrait réellement aucune vertu admirable. L'argent étouffe de nombreuses questions auxquelles, sans lui, cet homme serait forcé de répondre. Dans le même temps, la seule question nouvelle que l'argent pose est la suivante, ardue, mais superflue. Comment le dépenser? C'est ainsi que cet homme voit son socle moral s'effondrer sous ses pieds. Les occasions de vivre se trouvent réduites proportionnellement à l'augmentation de ce que l'on appelle communément les moyens. La meilleure chose qu'un homme puisse faire pour sa culture lorsqu'il est riche est de s'efforcer de mener à bien les projets qu'il nourrissait lorsqu'il était pauvre. Le Christ offrit aux Hérodiens une réponse adaptée à leurs conditions. Montrez-moi l'argent du tribut, dit-il, et l'un d'eux sortit un denier de sa poche. Si vous utilisez des pièces qui portent l'effigie de César, des pièces que César a frappées et mises en circulation, des pièces dont César garantit la valeur, c'est-à-dire si vous êtes des hommes de cet État, et que vous jouissez de bon gré des avantages que vous procure le gouvernement de César, alors remboursez-lui une partie de ce qu'il vous a donné lorsqu'il l'exige de vous. Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, leur dit-il sans les éclairer sur ce qui était à l'un et ce qui était à l'autre, car ils n'étaient pas désireux de le savoir. Lorsque je parle avec les plus libres de mes voisins, je vois bien que, quoi qu'ils puissent dire de l'importance et du sérieux de la question, et quel que soit le respect qu'ils ont pour l'ordre public, le fond du problème est qu'ils ne peuvent se passer de la protection que le gouvernement présent leur offre, et qu'ils redoutent les conséquences que pourrait avoir sur leurs biens et familles toute infraction à cet ordre. En ce qui me concerne, il me répugnerait de penser que je puisse être jamais dépendant de la protection de l'État. Mais si je nie l'autorité de l'État lorsqu'il me présente sa facture d'impôt, il ne tardera pas à prendre et dilapider l'ensemble de mes biens, me tourmentant ainsi, moi et mes enfants. C'est dur. Cela rend impossible à un homme de vivre à la fois honnêtement et confortablement sur le plan matériel. Cela ne vaut pas la peine d'accumuler des biens, car l'on peut être sûr de devoir bientôt les perdre. Vous devez louer votre logement, ou en occuper un à titre gracieux, ne cultiver que de maigres récoltes et les manger rapidement. Vous devez vivre en vous-même, être toujours sur le qui-vive, prêt à partir, sans posséder beaucoup d'affaires. L'on peut s'enrichir même en Turquie si l'on est, à tout point de vue, un bon sujet du gouvernement turc. Confucius a dit, pour un État gouverné par les principes de la raison, la pauvreté et la misère sont des sujets de honte. Pour un État non gouverné par les principes de la raison, la richesse et les honneurs sont des sujets de honte. Non, tant que je n'exige pas
que la protection du Massachusetts s'étende à moi jusque dans quelque lointain port du Sud, où ma liberté est attaquée, ou tant que je n'ai pas pour unique but d'amasser une fortune, à force de travail pacifique, chez moi, dans mon pays, je peux me permettre de refuser de faire allégeance au Massachusetts et lui dénier tout droit sur mes biens et ma vie. Il me coûte moins à tout point de vue de subir le châtiment encouru pour avoir désobéi à l'État qu'il m'eût coûté d'y obéir. Dans ce dernier cas, je ne pourrais que me sentir misérable. Il y a quelques années de cela, l'État est venu me voir au nom de l'Église, et m'a ordonné de payer une certaine somme en vue de l'entretien d'un pasteur au prêche duquel, contrairement à mon père, je n'assistais jamais. Payez, dit l'État, ou allez en prison. J'ai refusé de payer. Mais, malheureusement, quelqu'un d'autre a jugé bon de payer à ma place. Je ne voyais pas pourquoi le maître d'école devait payer l'impôt servant à entretenir le pasteur, alors que le pasteur ne payait aucun impôt servant à entretenir le maître d'école, car je n'étais pas un maître d'école employé par l'État, mais par l'école privée que j'avais fondée moi-même. Je ne voyais pas pourquoi le lycéum ne pourrait pas, avec le soutien de l'État et au même titre que l'Église, exiger d'être financé par les impôts. Toutefois, à la demande du conseil municipal, j'ai consenti à mettre par écrit la déclaration suivante. Je, sous-signé Henry Thoreau, déclare par la présente de ne pas souhaiter que l'on me considère comme membre d'une quelconque société constituée à laquelle je ne me suis pas affilié. J'ai donné ce document au greffier du conseil, et il l'a en sa possession. Ayant ainsi appris que je ne souhaitais pas être considéré comme membre de cette église, l'État n'a depuis lors plus jamais réitéré cette demande auprès de moi, sans cependant revenir sur sa présomption première. Si j'avais su comment les nommer, j'aurais alors volontiers signé des déclarations de non-adhésion à toutes les sociétés auxquelles je n'ai jamais fait acte de m'affilier, mais je ne savais pas où trouver une telle liste exhaustive. Cela fait 6 ans que je ne paye pas la poll tax. On m'a mise en prison pour cela, une fois, pour une nuit. Et alors que je contemplais les murs de pierre massifs de 2 ou 3 pieds d'épaisseur, la porte de bois et d'acier d'un pied d'épaisseur et les barreaux de fer qui filtraient la lumière, je ne pus m'empêcher d'être frappé par la vanité de cette institution qui me traitait comme si je n'étais fait que de chair, d'os et de sang qu'on pouvait enfermer. Je m'étonnais du fait que cette institution ait pu conclure, au terme de sa réflexion, que c'était là le meilleur usage qu'elle pouvait faire de moi, et qu'elle n'ait jamais pensé user de mes services en aucune autre manière. Je vis que, s'il y avait un mur de pierre entre moi et mes concitoyens, un autre se dressait devant eux, encore plus difficile à franchir, avant qu'ils puissent être aussi libres que je l'étais. À aucun moment je ne me sentis enfermé, et les murs me semblaient un vaste gâchis de pierre et de ciment. J'avais l'impression d'être le seul de tous mes concitoyens à m'être acquitté de mon impôt. À l'évidence, ils ne savaient pas comment me traiter et se comportaient comme des gens mal élevés. Chacune de leurs menaces et chacun de leurs compliments trahissait une méprise, car ils pensaient que mon désir premier était de me trouver de l'autre côté de ce mur de pierre. Je ne pouvais m'empêcher de sourire en voyant avec quel soin ils verrouillaient la porte sur mes méditations, qui les suivaient immédiatement au grand air, sans aucune gêne ni entrave. C'était elles qui constituaient le seul véritable danger. Ne pouvant m'atteindre moi, ils avaient résolu de châtier mon corps, comme des petits garçons qui, ayant des griefs à l'égard d'une personne contre laquelle ils ne peuvent rien, choisissent de s'en prendre à son chien. Je vis que l'État était simple d'esprit, qu'il était aussi timide qu'une femme esseulée avec son argenterie,
et qu'il ne savait pas faire la différence entre ses amis et ses ennemis. Je perdis alors tout le respect que j'avais encore pour lui, et il me fit pitié. Ainsi, l'État ne tente jamais de s'adresser au jugement intellectuel ou moral d'un homme, mais seulement à son corps, à ses sens. L'État n'est doué ni d'un esprit supérieur, ni d'une honnêteté supérieure, mais uniquement d'une force physique supérieure. Je ne suis pas né pour que l'on exerce sur moi une quelconque forme de force. Je tiens à respirer comme bon me semble. Nous verrons qui est le plus fort. Quelle force une foule peut-elle posséder? Quelle force une foule peut-elle posséder? Les seules personnes qui peuvent exercer une quelconque force sur moi sont celles qui obéissent à une loi supérieure à celle à laquelle j'obéis. Ces personnes-là me forcent à devenir comme elles. Je ne sache pas que des hommes aient jamais été forcés à vivre de telle ou telle manière par des foules. Quel genre de vie cela serait-il? Lorsque je vois un gouvernement qui me dit la bourse ou la vie, pourquoi devrais-je me hâter de lui donner ma bourse? Il peut être en proie à de grandes difficultés, ne savoir que faire. À cela, je ne puis rien. Il doit se débrouiller tout seul, comme je le fais moi. Inutile de pleurnicher. Je ne suis pas responsable du bon fonctionnement de la machine sociale. Je ne suis pas le fils de l'ingénieur qui l'a conçu. Je vois que, lorsqu'un gland et une châtaigne tombent à côté l'un de l'autre, il n'y en a pas un des deux qui choisit de demeurer inerte pour laisser l'autre croître. Ils obéissent tous deux à leur loi propre, et germent, poussent, et prospèrent du mieux qu'ils peuvent, jusqu'à ce que l'un, peut-être, finisse par faire de l'ombre à l'autre et le détruise. Si une plante ne peut vivre conformément à sa nature, si une plante ne peut vivre conformément à sa nature, elle meurt. Il en va de même pour un homme. Cette nuit en prison fut une expérience nouvelle et assez intéressante. À mon entrée, les prisonniers en bas de chemise prenaient plaisamment l'air du soir en bavardant dans le hall. Mais le gardien leur dit: «Allez, les gars, il est l'heure de rentrer.» Et ils se dispersèrent et j'entendis leurs pas gagner les cellules vides. Le gardien me présenta mon codétenu comme un type bien, quelqu'un d'intelligent. Une fois la porte refermée, celui-ci me montra où accrocher mon chapeau et comment il avait organisé les choses dans la cellule. Les cellules étaient blanchies à la chaux une fois par mois, et celle où je me trouvais, du moins, était sans doute le logis le plus blanc, le plus sobrement meublé et le plus propre de toute la ville. Mon codétenu voulut naturellement savoir d'où je venais et pourquoi j'étais là. Je le lui dis, puis lui demandai à mon tour pourquoi il était là, en le présumant bien sûr honnête homme. Le fait est que je crois bien qu'il l'était. Eh bien, me dit-il, on m'accuse d'avoir brûlé une grange, mais je n'ai rien fait de tel. Pour autant que j'eusse pu comprendre l'affaire, il avait dû aller se coucher dans une grange alors qu'il était ivre et y fumait sa pipe, et c'est ainsi qu'une grange brûla. Il avait la réputation d'être un homme intelligent et vivait dans cette cellule depuis quelque 3 mois dans l'attente de son jugement, qu'il allait devoir encore attendre pour une durée égale. Mais il était tout à fait docile et satisfait de son sort, car il était logé et nourri gratuitement, et s'estimait correctement traité. Il se posta à une fenêtre, et moi à l'autre. Je vis que, pour quiconque devrait séjourner longuement en ces lieux, la principale occupation serait de regarder par la fenêtre. J'eus bientôt lu toutes les brochures qui traînaient là,
observé chaque endroit par où des prisonniers avaient pu s'échapper, repéré un bar oscillé et entendu l'histoire des divers occupants de cette cellule. Et je constatai que, même en ce lieu, il y avait une histoire et des ragots qui ne franchissaient jamais les murs de la prison. C'est probablement la seule maison de la ville où l'on compose des vers que l'on imprime ensuite sous forme de circulaires, mais qui ne sont jamais publiés. On me montra de longs poèmes écrits par des jeunes gens surpris en pleine tentative d'évasion, qui se vengeaient en les chantant. Je tirai toutes les informations que je pus de mon codétenu, de crainte de ne plus jamais le revoir. Mais il finit par me montrer mon lit et me laissa souffler la lampe à pétrole. La nuit que je passai là fut comme un voyage dans une contrée lointaine, une contrée telle que je n'aurais jamais pensé pouvoir en découvrir. J'eus l'impression d'entendre pour la toute première fois la cloche du beffroi et l'animation du soir dans le village, car nous dormions derrière les barreaux, mais avec les fenêtres grandes ouvertes. Il me semblait vivre dans un village médiéval, et la Concorde, notre rivière, s'était changée en Rhin bordé de châteaux. Des visions de chevaliers et de donjons passaient devant moi. Il y avait les voix de vieux bourgeois que j'entendais dans la rue. J'étais le spectateur et l'auditeur involontaire de tout ce qui se disait et se faisait dans la cuisine adjacente de l'auberge du village. C'était une expérience rare et nouvelle pour moi. Je voyais mon village natal de plus près que jamais. Je me trouvais en son cœur. Je n'avais jamais vu ces institutions auparavant. La prison est une de ces institutions spécifiques, car il s'agit d'un chef-lieu de comté. Je commençais à comprendre à quoi ses habitants s'occupaient. Au matin, on nous passa nos petits déjeuners par le guichet de la porte, dans des gamelles en fer-blanc oblongues ajustées à la fente, contenant une pinte de chocolat, du pain bis et une cuillère en fer. Au moment de rendre nos gamelles, je m'apprêtais, dans ma candeur de novice, à restituer également le reste du pain que je n'avais pas mangé. Mon camarade s'en saisit et me dit que je devais le garder pour le déjeuner ou le dîner. Un peu plus tard, on le fit sortir de la cellule, qu'il aille travailler au fauchage du foin dans un champ des proches environs. Il y allait tous les jours, et n'en rentrerait pas avant midi. Il me fit alors ses adieux, et dit qu'il pensait que nous ne nous reverrions pas. Lorsque je sortis de prison, suite à l'intervention d'une tierce personne qui paya cet impôt, il ne me parut pas que l'espace public avait connu beaucoup de changements, comme il peut le paraître aux yeux d'un homme qu'on y enferme tout jeune et qu'on libère vieillard. Et pourtant, je sentais que la Seine, la ville, l'État, le pays tout entier, en avait subi un, plus profond qu'aucune durée de temps n'en saurait produire. Je voyais maintenant bien plus distinctement l'état dans lequel je vivais. Je voyais à quel faible degré les gens parmi lesquels je vivais étaient dignes de confiance en tant que bons voisins et amis. Je voyais que leur amitié ne valait qu'en période de beau temps estival. Je voyais qu'ils n'avaient pas grande motivation à faire le bien. Je voyais que, de par leurs préjugés et leurs superstitions, ils formaient une race aussi distincte de la mienne que les Chinois ou les Malais. Je voyais qu'ils ne s'aventuraient jamais à risquer quoi que ce soit, même pas leur bien, dans les sacrifices qu'ils consentaient à faire à l'humanité. Je voyais qu'après tout ils n'étaient pas si nobles, et qu'ils traitaient le voleur comme le voleur les avait traités eux, puis espéraient sauver leur âme en adoptant tel ou tel comportement extérieur, en disant quelques prières, et en marchant de temps à autre sur tel ou tel chemin extrêmement droit, mais parfaitement oiseux. Mais peut-être est-ce un jugement cruel à l'égard de mes voisins, car je crois que nombre d'entre eux ne savent même pas qu'ils possèdent dans leur village
une institution comme la prison. Il était naguère de coutume dans notre village, lorsqu'un pauvre débiteur sortait de prison, que ses connaissances le saluent d'un «Comment allez-vous?» en les regardant derrière leurs doigts croisés pour symboliser les barreaux des fenêtres de la cellule. Mes voisins ne me saluèrent pas ainsi. Ils me regardèrent, puis se regardèrent les uns les autres, comme si je rentrais d'un long périple. On m'avait mis en prison alors que je me rendais chez le cordonnier pour récupérer une chaussure qu'il m'avait réparée. Lorsqu'on me libéra le matin suivant, je me mis en tâche de terminer ma course, puis, après avoir enfilé ma chaussure restaurée, je me joignis à un groupe qui partait à la cueillette des myrtilles et dont les membres étaient impatients de se placer sous ma direction. Une demi-heure plus tard, car le cheval fut fort vite harnaché, je me trouvais au milieu d'un champ de myrtilles, au sommet d'une de nos plus hautes collines, à 2 milles du centre, en un point où l'état avait totalement cessé d'être visible. Telle fut l'histoire complète de ma vie en prison. Je n'ai jamais refusé de payer l'impôt pour la voirie, car je suis aussi désireux d'être un bon voisin que je le suis d'être un mauvais sujet. En ce qui concerne le soutien aux écoles, je fais déjà ma part pour éduquer mes concitoyens. Si je refuse de payer mes impôts, ce n'est à cause d'aucun poste de dépense particulier. Je souhaite seulement refuser de faire allégeance à l'État, me désister, prendre mes distances de manière très concrète. Je n'ai aucune envie, quand bien même je le pourrais, de suivre le parcours de mon dollar jusqu'à ce qu'il paye un homme ou le mousquet avec lequel il va tirer. Ce dollar est innocent. Je trouve en revanche intéressant de suivre les effets de mon allégeance. En réalité, je déclare modestement la guerre à l'État, à ma manière, même si je continuerai à faire l'usage que je pourrais en faire et à tirer les avantages que je pourrais en tirer, comme il est habituel dans ce genre de cas. Si d'autres payent l'impôt que l'on me réclame à moi, par sympathie envers l'État, ils ne font que ce qu'ils ont déjà fait pour leur propre compte, ou plutôt, ils encouragent l'injustice plus que l'État ne l'exige. S'ils payent cet impôt poussé par un intérêt mal compris à l'égard de l'individu à qui on le réclame, pour préserver ses biens, ou lui épargner la prison, c'est parce qu'ils ne se sont pas penchés avec sagesse sur la question de savoir jusqu'à quel point ils laissent leurs sentiments privés interférer avec le bien public. Telle est donc ma position actuelle. Mais un homme ne saurait faire preuve de trop de prudence dans ce genre de cas, de crainte que son action ne se trouve pervertie par obstination ou par un souci mal placé de l'opinion des autres. Qu'il se contente de s'occuper de ses propres affaires pour le moment présent. Il m'arrive de penser, allons, ces gens sont bienveillants, ils sont juste ignorants. Ils se comporteraient mieux s'ils savaient comment s'y prendre. Pourquoi infliges-tu à tes voisins la peine de te traiter d'une manière contraire à leurs inclinations? Et puis je me reprends. Ce n'est pas une raison pour me comporter comme eux, ou permettre à d'autres de souffrir d'une peine bien plus grande et de nature différente. Et je me dis parfois aussi, lorsque plusieurs millions d'hommes, sans animosité, sans mauvaise volonté, sans sentiment personnel d'aucune sorte à votre égard, vous demandent seulement quelques shillings, sans possibilité, car telle est leur nature, d'aucune rétractation ou modification de leur demande, et sans que vous n'ayez vous-même la possibilité, de votre côté, de faire appel à d'autres millions d'hommes, pourquoi vous exposer à cette irrésistible force brute? On ne résiste pas au froid et à la faim, au vent et aux vagues avec une telle obstination, et on se soumet discrètement à 1000 autres nécessités semblables. On ne met pas sa tête dans le feu, mais, dans l'exacte proportion où je considère cette force comme non entièrement une force brute, et comme partiellement une force humaine, et dans l'exacte proportion
où je considère que j'ai un lien avec ces millions qui sont des millions d'hommes et non pas des millions de brutes ou des millions de choses sans âme, dans ces exactes proportions, je vois qu'un recours est possible. D'abord, et instantanément, un recours formé par eux à l'attention de leur créateur, puis, dans un second temps, un recours formé par eux à l'attention d'eux-mêmes. Mais si je mets délibérément ma tête dans le feu, il n'est aucun recours possible auprès du feu ou du créateur du feu, et je ne peux en vouloir qu'à moi-même. Si je pouvais me convaincre que je suis fondé à me satisfaire des hommes tels qu'ils sont, et à les traiter conformément à cela, plutôt que conformément, d'une certaine manière, aux désirs et aux attentes que je nourris à l'égard de ce qu'eux et moi devrions être, alors, comme un bon musulman et comme un fataliste, je devrais m'efforcer de me satisfaire de l'état actuel des choses et décréter que c'est là la volonté de Dieu. En outre, et par-dessus tout, il existe, entre résister à cela et résister à une force brute ou naturelle, la différence suivante, qui est que je puis y résister avec quelque effet. Alors que je ne puis espérer, comme Orphée, changer la nature des rocs, des arbres et des bêtes. Je ne souhaite me quereller avec aucun homme, ni avec aucune nation. Je ne souhaite pas couper les cheveux en quatre, me livrer à des arguties pointilleuses, ni tenter de passer pour meilleur que mes voisins. Je serais même plutôt en quête, pourrais-je dire, d'une excuse pour me conformer aux lois de mon pays. Je ne suis que trop désireux de m'y conformer. À vrai dire, je dois même me méfier de moi-même à cet égard. Chaque année, lorsque le collecteur d'impôts sonne à la porte, je me surprends à passer en revue les actes et les prises de position du gouvernement du pays et du gouvernement de l'État du Massachusetts, ainsi que l'esprit du peuple, en quête d'un bon prétexte pour me conformer à leurs lois. Nous devons aimer notre pays comme nos parents, et si jamais il nous arrive de lui dénier l'hommage de notre amour et de notre industrie, nous devons alors en accepter les conséquences et nourrir notre âme de questions de conscience et de religion, plutôt que de désirs de pouvoir et de profit. Georges Peel. Je crois que l'État sera bientôt en mesure de me priver de tout travail de ce genre, et je ne serai alors pas meilleur patriote que mes concitoyens. Lorsqu'on la considère sans aucune hauteur de vue, la Constitution, malgré tous ses défauts, est très bonne. Le droit et les tribunaux sont fort respectables. Même notre État, même le gouvernement américain sont, à bien des égards, éminemment admirables, précieux et aptes à susciter notre reconnaissance, c'est-à-dire tels que les décrivent la plupart des gens. Mais lorsque l'on considère ces mêmes choses d'un point de vue légèrement plus élevé, elles sont telles que moi je les décris. Et si on les considère d'un point de vue encore plus élevé, du point de vue le plus élevé qui soit, qui peut alors dire ce qu'elles sont, ou si elles valent même la peine qu'on les regarde et qu'on y pense? Cependant, le gouvernement ne m'intéresse guère, et je m'efforce d'y accorder le moins de pensée possible. Ils sont rares, même en ce monde, les instants de ma vie que je passe en étant sous un gouvernement. Pour un homme dénué de pensée, dénué d'imagination, dénué d'invention, les choses qui ne sont pas ne peuvent jamais longtemps sembler être. Et les dirigeants ou réformateurs mal avisés ne peuvent pas, de ce fait, l'entraver de manière fatale. Je sais que la plupart des gens pensent différemment de moi. Mais ceux qui, par profession, ont voué leur vie à l'étude de ces questions ou de questions similaires me satisfont tout aussi peu. Les hommes d'État et les législateurs sont si profondément immergés dans l'institution qu'ils n'ont jamais la possibilité de l'observer distinctement dans toute sa nudité. Ils parlent d'agir sur la société, mais ne disposent d'aucun point d'appui à l'extérieur de la société.
Ce peuvent être des hommes doués d'une certaine expérience et d'un certain jugement, et ils ont sans nul doute inventé des systèmes ingénieux et utiles, pour lesquels nous leur sommes sincèrement reconnaissants. Mais tout leur esprit et toute leur efficacité ne valent qu'à l'intérieur d'un périmètre limité et relativement peu vaste. Ils oublient très souvent que le monde n'est gouverné ni par des mesures, ni selon le critère de l'utilité. Daniel Webster ne va jamais voir ce qui se passe dans les coulisses du gouvernement et ne peut donc en parler avec une quelconque autorité. Ses paroles paraissent sages à ceux des législateurs qui n'envisagent aucune réforme essentielle du gouvernement que nous connaissons. Mais pour les penseurs et pour les hommes qui légifèrent face à l'éternité, ils n'abordent pas une seule fois le sujet véritable. Je connais des hommes comme lui dont, sereins et sages, les pensées sur ce thème ne tarderaient pas à percer à jour les limites de ses capacités intellectuelles et de son ouverture d'esprit. Et pourtant, comparés aux piètres professions d'intention de la plupart des réformateurs, et à la sagesse et l'éloquence encore plus piètres des politiciens en général, ces paroles sont pour ainsi dire les seules raisonnables, les seules qui offrent un quelconque intérêt. Et nous remercions le ciel pour sa présence. En comparaison, Webster est toujours puissant, original et, par-dessus tout, pragmatique. Cependant, sa qualité n'est pas la sagesse, mais la prudence. La vérité du juriste n'est pas vérité, mais seulement cohérence ou efficacité cohérente. La vérité est toujours en harmonie avec elle-même et n'a pas pour souci principal de mettre au jour la justice que telle ou telle mauvaise action est susceptible d'entraîner. Webster mérite bien l'appellation qu'on lui a conférée de défenseur de la Constitution. On ne doit pas s'attendre à le voir lâcher nul autre que des coups défensifs. Ce n'est pas un meneur, c'est un suiveur. Ces meneurs sont les hommes de 1787. Je n'ai jamais tenté, dit-il, et je ne tenterai jamais, de modifier les dispositions originelles par lesquelles les divers États s'assemblèrent en l'Union. Je n'ai jamais soutenu, et ne soutiendrai jamais, la moindre initiative qui irait dans ce sens. Ayant toujours en tête l'arbitrage de la Constitution sur la question de l'esclavage, il dit, considérant qu'elle faisait partie de l'ensemble des dispositions originelles, gardons-la telle qu'elle est. En dépit de sa grande sagacité, et malgré toute son intelligence, il se montre incapable d'extraire un fait du faisceau de relations politiques dans lequel il le voit pour l'observer et le saisir par l'intellect tel qu'il existe de manière absolue, comme, par exemple, devrait le faire un homme ici, aujourd'hui, en Amérique, sur la question de l'esclavage. Et il s'aventure ou se trouve poussé à proposer, tout en affirmant parler de façon absolue et en tant qu'individu, une réponse aussi piteuse que la réponse suivante. Et quel nouveau et singulier code de devoir civique pourrait-on alors en déduire? Il dit, la manière dont les gouvernements des États qui entretiennent l'esclavage doivent réguler sa pratique relève de leur jugement propre et de la responsabilité qu'ils ont à l'égard de leurs électeurs, à l'égard des règles générales de la convenance, de l'humanité et de la justice, et à l'égard de Dieu. Les associations formées ailleurs, fondées sur un sentiment d'humanité ou sur toute autre cause, n'ont absolument rien à y voir. Elles n'ont jamais reçu le moindre encouragement de ma part, et elles n'en recevront jamais. Les hommes qui ne connaissent aucune source de vérité plus pure, les hommes qui n'ont pas remonté son cours jusqu'en des lieux plus élevés que cela, ces hommes-là s'en remettent, et s'en remettent avec sagesse, à la Bible et à la Constitution. Ils n'en bougent plus et s'y abreuvent avec respect et humilité.
Mais les hommes qui aperçoivent ce lieu plus élevé d'où la véritable source pour tomber goutte à goutte et emplir le lac de celle-là ou l'étang de celle-ci, cela rassemble leurs forces, prennent une profonde inspiration et poursuivent leur périple vers la source première. L'Amérique n'a connu aucun législateur de génie. De tels hommes sont rares dans l'histoire du monde. Il y a des orateurs, des politiciens et des hommes éloquents par milliers, mais il n'a pas encore ouvert la bouche. L'orateur qui s'avérait capable de résoudre les questions si brûlantes de notre temps. Nous aimons l'éloquence, pas pour les vérités qu'elle pourrait exprimer, ni pour l'héroïsme qu'elle pourrait inspirer. Nos législateurs n'ont toujours pas appris la valeur comparée, pour une nation, du libre-échange et de la liberté, de l'union et de la rectitude. Ils n'ont ni génie ni talent pour les questions relativement modestes d'impôts et de finances, de commerce, d'industrie ou d'agriculture. Si nous devions nous en remettre pour notre gouverne uniquement à la verbeuse sagacité des législateurs du concret, sans aucune des corrections apportées par l'expérience opportune et la doléance efficace du peuple, l'Amérique ne conserverait pas bien longtemps son rang parmi les nations. Le Nouveau Testament, même si je n'ai sans doute pas le droit de le dire, fut écrit il y a 1800 ans de cela. Pourtant, où est le législateur doué de suffisamment de sagesse et de qualité pratique pour tirer parti des lumières qu'il projette sur la science de la législation? L'autorité du gouvernement, même d'un gouvernement auquel je serais disposé à me soumettre, car je veux bien obéir de bon cœur à quiconque possède plus de savoir et peut mieux faire que moi, et, dans de nombreux cas, je veux bien obéir même à des personnes qui n'en savent pas autant ni ne peuvent faire aussi bien, ne peut être qu'impur. Pour être rigoureusement juste, elle doit avoir l'approbation des personnes gouvernées. Elle ne peut avoir de droit absolu sur ma personne et sur mes biens que le droit que je lui concède. Le progrès qui mène d'une monarchie absolue à une monarchie limitée et d'une monarchie limitée à une démocratie est un progrès vers le respect authentique de l'individu. Même le philosophe chinois était suffisamment sage pour voir l'individu la base même de l'empire. La démocratie, telle que nous la connaissons, est-elle l'ultime progrès possible en matière de gouvernement? N'est-il pas possible de faire encore un pas de plus vers la reconnaissance et l'organisation des droits de l'homme? Il ne pourra y avoir d'État réellement libre et éclairé que lorsque l'État reconnaîtra l'individu comme une puissance supérieure et indépendante, d'où dérivent intégralement ses propres puissances et autorités, et qu'il le traitera conformément à ce statut. Il me plaît d'imaginer un État qui pourra enfin se permettre d'être juste envers tous les hommes et en même temps traiter l'individu avec respect comme un voisin. Un État même qui ne considérerait pas comme dangereux pour sa propre pérennité qu'un petit nombre d'hommes vivent à l'écart de sa mêlée, sans y intervenir, sans se faire entraîner par lui, tout en accomplissant tous les devoirs qui échoient aux voisins et aux concitoyens. Un État qui porterait ce genre de fruits, et qui accepterait de le voir tomber aussitôt qu'il est mûr, ouvrirait la voie à un État encore plus parfait et encore plus glorieux que j'ai aussi imaginé, mais encore jamais vu. Merci.